Cette formation vous offrira un aperçu complet et actualisé de l'article 6, basé sur les sources primaires de la CCNUCC et mise à jour jusqu'en mai 2026. Vous comprendrez précisément le fonctionnement des trois volets et pourquoi ils sont souvent confondus. Vous découvrirez la nature du premier transfert ITMO au monde, les raisons de ce délai de 6 ans et ce que cela révèle sur l'avenir de ce mécanisme. Nous expliquerons pourquoi le premier crédit carbone des Nations Unies a représenté un volume inférieur de 40% aux estimations de l'ancien système et ce que cela indique quant à l'intégrité de ce nouveau marché. Vous aurez une vision globale des décisions prises lors de la COP30 à Belém concernant les marchés du carbone et surtout de ce qu'elle n'a pas décidé. Enfin, nous aborderons les perspectives d'avenir et ce que l'année 2026 déterminera pour la prochaine décennie du financement climatique mondial. Je m'appelle Ayesha et bienvenue à la Carbon University, la première plateforme mondiale de formation numérique offrant des formations gratuites et de haute qualité. Notre objectif ? Élargir et démocratiser l'accès à une expertise de pointe en matière de décarbonation. Si notre mission vous inspire, n'hésitez pas à partager notre chaîne avec vos collègues et vos communautés afin d'amplifier notre impact. C'est parti! Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous indiquer ce que vous devriez être en mesure de faire à l'issue de cette présentation. Ce sont les 6 objectifs qui guident notre parcours. À la fin de cette session, vous devrez être capable d'expliquer ce qu'est l'accord de Paris et ce qu'il cherche à accomplir. Pas seulement limiter le réchauffement, mais comprendre le mécanisme dans ses grandes lignes. Vous devrez savoir ce que fait l'article 6 et pourquoi il était nécessaire. Vous devrez pouvoir décrire comment fonctionne chacun des 3 piliers, 6.2, 6.4 et 6.8, avec suffisamment de détails pour l'expliquer à un collègue. Vous devrez être à même de donner un état des lieux actualisé pour 2026. Vous devrez savoir ce que la COP30 de Belém a produit sur l'article 6. Et vous devrez avoir une vision claire des principaux risques et de la route à suivre. Voilà notre destination. Mettons-nous en route. Revenons au point de départ, car le contexte est vraiment fondamental ici. L'accord de Paris a été adopté le 12 décembre 2015 lors de la conférence des Nations Unies sur le climat à Paris, la COP 21. Il existe une photographie célèbre du moment où le marteau a frappé, des délégués qui se serrent dans les bras, certains avec les yeux brillants. Parce que ce qui venait de se passer était véritablement remarquable. 196 parties, pratiquement tous les pays de la planète, venaient de s'accorder sur un cadre commun d'action climatique. Or, l'accord de Paris est fondamentalement différent de son prédécesseur, le protocole de Kyoto. Kyoto était descendant. Les Nations Unies fixaient des objectifs et les transmettaient aux pays. Paris a dit non. Chaque pays définit lui-même sa contribution. C'est ce qu'on appelle une contribution déterminée au niveau national, ou CDN, NDC en anglais. Ces contributions sont soumises tous les 5 ans et sont supposées devenir progressivement plus ambitieuses. C'est le mécanisme du cliquet, l'idée que l'ambition collective ne cesse de progresser. Sur cette diapositive, vous voyez les 3 grands objectifs de température. Contenir le réchauffement bien en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel, poursuivre les efforts pour le limiter à 1,5 degré et renforcer les capacités d'adaptation. À quoi s'ajoute un objectif financier? Les pays développés se sont engagés à mobiliser au moins 100 milliards de dollars par an pour les nations en développement. Un point de contexte important, au 1er janvier 2026, 194 membres de la CCNUC, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, sont partis à l'accord. Les États-Unis, sous la présidence de Trump, ont quitté l'accord en 2020 et n'y ont pas adhéré à nouveau, ce qui est significatif compte tenu de leur position de deuxième émetteur mondial. Voilà le cadre. Chaque pays a son propre plan climatique. La question est, comment le mettre en œuvre? Et comment peuvent-ils travailler ensemble par-delà les frontières? C'est là qu'intervient l'article 6. L'accord de Paris repose sur des piliers interdépendants. Vous les voyez sur cette diapositive, 6 piliers qui doivent fonctionner de concert. L'atténuation, réduire les émissions au travers des CDN. L'adaptation, renforcer la résilience face aux impacts qui sont déjà inévitables. Le financement, mobiliser les ressources, notamment pour les pays en développement. La technologie, veiller à ce que les technologies propres se diffusent dans le monde entier et pas seulement dans les pays riches.
La transparence, le cadre de transparence renforcé, qui garantit que tous les pays mesurent et communiquent honnêtement leurs actions. Et puis, il y a l'article 6 que j'ai mis en avant parce que c'est notre sujet du jour. Considérez-le comme le moteur de coopération. Il dit: les pays n'ont pas à faire cela seuls. Ils peuvent travailler ensemble. Ils peuvent échanger des réductions d'émissions par-delà les frontières. Ils peuvent coopérer sur la technologie, le financement, le renforcement des capacités. Un élément que je veux souligner avant d'aller plus loin, il a fallu 6 ans, de l'adoption de l'accord de Paris en 2015 jusqu'à la COP26 de Glasgow en 2021, uniquement pour s'accorder sur le règlement opérationnel de l'article 6. 6 ans de négociations parmi les plus techniquement éprouvantes du système onusien. Cela vous dit deux choses: la complexité de la matière et l'enjeu considérable qui y est attaché. Bien, l'article 6. De quoi s'agit-il concrètement? L'idée centrale est simple. L'article 6 de l'accord de Paris permet aux pays de coopérer volontairement pour atteindre leurs objectifs climatiques, notamment via des marchés carbone internationaux. Voilà, les pays peuvent collaborer. Ils peuvent échanger des réductions d'émissions ou coopérer de façon qui ne passe pas par le commerce de crédits carbone. Le mot-clé ici est volontairement. Personne n'est obligé de recourir à l'article 6. Il n'y a aucune obligation. Mais pour de nombreux pays, en particulier ceux où le coût de la réduction des émissions sur leur propre territoire est très élevé, l'article 6 offre un argument économique convaincant. Pourquoi dépenser 150 $ par tonne en interne si on peut obtenir la même réduction ailleurs pour 10 $? L'article 6 comporte 3 piliers distincts que vous voyez en bas de cette diapositive. L'article 6.2, c'est le pilier bilatéral. Le pays A et le pays B concluent un accord. Ils conviennent de transférer ce qu'on appelle des RATI, des résultats d'atténuation transférés à l'échelle internationale, ou ITMO en anglais. De gouvernement à gouvernement, décentralisé, flexible. L'article 6.4, c'est le pilier centralisé, supervisé par les Nations Unies. C'est ce qu'on appelle officiellement le mécanisme d'accréditation de l'accord de Paris, le MAAP, ou PACM en anglais. Considérez-le comme le successeur du mécanisme pour un développement propre, MDP, de l'ère Kyoto, mais avec des règles bien plus strictes. Et depuis le 26 février 2026, il a émis ses premiers crédits réels. Nous y reviendrons. L'article 6.8, c'est le pilier non marchand. Une coopération qui ne passe pas par l'achat et la vente de crédits de carbone. Transfert de technologie, renforcement des capacités, soutien à l'adaptation. Ce type de coopération. 3 piliers, un seul objectif: aider les pays à atteindre une ambition climatique plus grande qu'ils ne pourraient le faire seuls. Avant d'aller dans le détail de chaque pilier, permettez-moi de les mettre côte à côte un instant. Ce tableau comparatif est vraiment utile comme référence, alors je vais vous le parcourir. L'article 6.2 à gauche, marché bilatéral de gouvernement à gouvernement. L'unité d'échange est le RATI. La gouvernance est principalement entre les deux pays concernés, avec une supervision onusienne via les obligations de communication. Le système de registre est à 2 niveaux. Registres nationaux ou privés connectés à un registre international central des Nations Unies. L'additionnalité est définie bilatéralement. Au 31 mars 2026, 106 accords bilatéraux en vigueur, mais seulement 2 lots de transfert de RATI effectivement réalisés. L'article 6.4 au centre, marché centralisé, supervisé par l'ONU. L'unité est la RE 6.4, réduction d'émissions au titre de l'article 6.4. Tout passe par l'organe de surveillance de la CCNUCC. Le registre est centralisé, actuellement en mode intérimaire pendant que le système définitif est en cours de construction. L'additionnalité repose sur l'analyse d'investissement. Et depuis février 2026, les premiers crédits ont été émis. L'article 6.8 à droite, nature radicalement différente. Pas d'unité négociable, pas de transaction de crédit carbone. Juste le comité de Glasgow et une plateforme ANM où les pays peuvent enregistrer leurs initiatives de coopération non marchande. Au 31 novembre 2025, lors de la COP 30, seulement 3 ANM enregistrés. Voilà le panorama. Entrons maintenant dans le détail de chaque pilier, en commençant par l'article 6.2. L'article 6.2, c'est le pilier sous lequel la majorité des échanges actifs se déroulent, du moins pour l'instant. Permettez-moi de vous expliquer comment cela fonctionne concrètement.
Le concept de base, deux pays ou davantage, s'assoient autour d'une table et négocient un accord bilatéral. Ils conviennent, nous allons transférer des résultats d'atténuation du pays A vers le pays B. Le pays B comptabilise ces réductions dans le cadre de sa propre CDN. L'unité échangée est le RATI, résultat d'atténuation transféré à l'échelle internationale. Et je veux vous faire remarquer quelque chose. Ce nom est délibérément vague. Un RATI n'a pas à être une tonne de CO2. Ça peut être des kilowattheures d'énergie renouvelable ou des unités de développement durable. Les pays ont une flexibilité dans la définition de ce qu'ils échangent. 6 principes régissent le fonctionnement de tout ceci, et je veux m'attarder sur chacun, car ils sont réellement importants. Premier principe, volontaire et bilatéral. Les pays choisissent leurs propres partenaires et leurs propres règles. Flexibilité maximale, mais aussi, et c'est un risque, une mosaïque de normes différentes selon les accords. Deuxième principe, l'autorisation. Le pays hôte, celui qui génère les RATI, et le pays acquéreur, l'acheteur, doivent tous deux formellement autoriser chaque transaction. Pas seulement une poignée de main, un acte juridique. Troisième principe, l'ajustement correspondant. C'est le concept le plus important de tout l'article 6.2. Lorsque le pays A vend des RATI au pays B, le pays A doit déduire ses réductions d'émissions de son propre inventaire national. Il ne peut pas les comptabiliser, les vendre. C'est ce qui empêche le double comptage, un défaut majeur de l'ère MDP du protocole de Kyoto, où les deux pays revendiquaient la même réduction d'émissions. C'est terminé avec l'article 6, quatrième principe, la comptabilisation CDN. Là, le pays acheteur impute ce qu'il a acquis sur ses propres objectifs climatiques. Cinquième principe, le registre à deux niveaux, convenu à la COP 29. Des registres nationaux connectés à un registre international central des Nations Unies pour la transparence. Sixième principe, les normes de qualité, réelles, vérifiées, additionnelles, permanentes. Les fondements de tout marché carbone crédible. 6 principes. Ils semblent techniques, mais ils sont en réalité d'une logique élégante quand on comprend quels problèmes chacun d'eux cherche à résoudre. Permettez-moi de donner vie à tout cela avec un parcours étape par étape d'une transaction de RATI concrète. Je vais m'appuyer sur le schéma à l'écran parce que la séquence est importante. Étape 1. Un projet climatique est mis en œuvre dans le pays hôte. Cela peut être un parc solaire, des bus électriques, un programme de cuisson propre, n'importe quelle activité qui réduit ou supprime des gaz à effet de serre. Étape 2. Un auditeur indépendant, un tiers accrédité, vérifie que les réductions d'émissions sont réelles, mesurables et additionnelles. Elles n'auraient pas pu se produire sans les revenus générés par les crédits carbone. Étape 3. Et c'est l'étape gouvernementale décisive, le pays hôte autorise formellement les RATI. Ce n'est pas simplement administratif. Le gouvernement du pays hôte prend un engagement juridique. Nous autorisons ces réductions d'émissions spécifiques à devenir des RATI. Elles peuvent être transférées vers un autre pays. Et nous ne les comptabiliserons pas dans notre propre CDN. Étape 4. Le RATI est émis. Il reçoit un numéro de série unique. Il est consigné dans un registre. Étape 5. Le RATI est transféré du compte de registre du pays hôte vers celui du pays acheteur. C'est la transaction elle-même. Étape 6. Le pays acheteur comptabilise les RATI dans sa CDN. C'est pour ça qu'il les a achetés. Étape 7. Le pays hôte applique l'ajustement correspondant. C'est crucial. Il ajoute les émissions transférées à son propre inventaire national. Il renonce à l'avantage comptable climatique. Pas de double comptage. Étape 8. Les deux pays communiquent l'ensemble de la transaction à la CCNUCC. Pleine transparence. Regardez maintenant l'encadré jaune en bas de cette diapositive. C'est l'ajustement correspondant. Je ne saurais trop insister sur ce point. C'est ce qui distingue fondamentalement l'article 6.2 du MDP de Kyoto. Sous le MDP, les deux parties pouvaient revendiquer la même réduction d'émissions. L'article 6.2 dit « Non ». Une réduction, une revendication. L'intégrité est intégrée au système. Passons maintenant à l'article 6.4, le mécanisme d'accréditation de l'accord de Paris, le MAAP. Et honnêtement, c'est le pilier de l'article 6 que je trouve le plus ambitieux. Là où l'article 6.2 est bilatéral et décentralisé, de pays à pays, l'article 6.4 est centralisé. C'est l'ONU qui gère un marché carbone.
Un développeur de projet, n'importe où dans le monde, peut soumettre un projet climatique à l'organe de surveillance de la CCNUCC. Celui-ci l'examine, le valide, l'enregistre, supervise la vérification des réductions d'émissions, puis émet des crédits, des RE 6.4. Ces crédits peuvent ensuite être utilisés par les pays dans le cadre de leur CDN ou annulés volontairement pour un bénéfice climatique direct. Voici ce qui rend l'article 6.4 genuinement plus fort que l'ancien MDP. 6 éléments. 1. L'AMGE, l'atténuation mondiale globale des émissions. Un pourcentage obligatoire de chaque crédit émis est automatiquement annulé, pas vendu, supprimé. Cela signifie que le mécanisme produit un bénéfice net pour le climat mondial, pas seulement un transfert. C'est nouveau. 2. La quote-part au titre des dépenses. Un prélèvement sur chaque crédit, 5% vers le fonds d'adaptation, finance des projets d'adaptation dans les pays les plus vulnérables. Du financement climatique intégré dans chaque transaction. 3. Les ajustements correspondants, comme pour l'article 6.2, lorsque les crédits sont utilisés dans le cadre des CDN. 4. L'analyse d'investissement. La COP29 l'a adopté comme outil principal de démonstration de l'additionnalité, plus rigoureuse que l'approche du MDP. Le projet se serait-il réalisé uniquement grâce aux revenus des crédits carbone? 5. Les suppressions de carbone sont explicitement couvertes. Forêt, carbone du sol, carbone bleu comme les mangroves et herbiers marins, captage direct de l'air. Le MDP n'abordait pratiquement pas ce domaine. 6. Des exigences plus strictes en matière de consultation des parties prenantes, de droits humains et d'égalité de genre. Et le titre à retenir, le 26 février 2026, le MAAP a émis ses premiers crédits réels, un programme de cuisson propre au Myanmar. Après plus d'une décennie de négociations, la mécanique est enfin en marche. Troisième pilier, l'article 6.8. Et je veux être transparent avec vous, c'est le pilier qui reçoit le moins d'attention, en partie parce qu'il n'implique pas de commerce de crédit carbone, et en partie parce que, comme nous le verrons dans la mise à jour sur l'état d'avancement, c'est celui qui a le moins progressé concrètement. Mais il est genuinement important, alors permettez-moi d'expliquer ce qu'il cherche à accomplir. L'article 6.8 dit « Toute coopération climatique n'a pas besoin d'être organisée autour de l'achat et de la vente de crédits carbone. Certains pays sont profondément sceptiques à l'égard des marchés carbone. Certaines formes de coopération ne s'inscrivent tout simplement pas dans un cadre basé sur les crédits. Il nous faut donc un pilier distinct pour cela. Les approches non marchandes au titre de l'article 6.8 peuvent prendre toutes sortes de formes. Un pays développé aidant un pays en développement à renforcer son infrastructure de suivi climatique, c'est du renforcement des capacités. Deux pays développant conjointement une nouvelle technologie d'énergie propre, c'est du transfert de technologie. Un mécanisme de subvention pour des travaux d'adaptation, ça compte. Des pays harmonisant leur politique de tarification du carbone, c'est de la coopération politique. Des systèmes d'alerte précoce communs pour les catastrophes climatiques, c'est de l'adaptation. Les critères essentiels sont « cela implique plus d'un pays », cela ne donne pas lieu au transfert de résultats d'atténuation à des fins de comptabilisation CDN et c'est volontaire. La gouvernance incombe au comité de Glasgow sur les approches non marchandes, le CANM, qui se réunit 2 fois par an. Il existe une plateforme ANM accessible à un FCCC. INT, NMA Plateforme où les pays peuvent enregistrer leurs initiatives. Et c'est là où je dois être honnête avec vous. Lors de la COP30 en novembre 2025, seulement 3 ANM avaient été enregistrés sur cette plateforme. 3 en 4 ans. Ce n'est pas le niveau d'engagement que quiconque espérait. Nous verrons pourquoi dans la section sur l'état d'avancement. Bien. Avant d'entrer dans l'état de mise en œuvre, je veux faire une pause et répondre à la question qui se trouve probablement à l'arrière-plan de votre réflexion. Pourquoi tout cela importe-t-il vraiment ? Parce que nous avons parlé de mécanismes et de registres et d'ajustements correspondants. Mais quel est le bénéfice climatique concret ? Permettez-moi de vous donner 3 chiffres issus de cette diapositive. Premier chiffre, 250 milliards de dollars par an. C'est l'économie annuelle estimée résultant d'une utilisation optimale des marchés carbone internationaux au titre de l'article 6. La Banque mondiale et d'autres ont réalisé ces modélisations. La logique est la suivante. Différents pays font face à des coûts très différents pour réduire leurs émissions.
Si vous pouvez orienter le financement climatique là où les réductions coûtent le moins cher, vous obtenez plus d'impact pour chaque euro investi. 250 milliards de dollars par an d'économie. C'est une somme réelle qui pourrait financer une action climatique plus ambitieuse. Deuxième chiffre, 50%. C'est la réduction des coûts que certains modèles estiment réalisables pour atteindre les objectifs d'atténuation mondiaux grâce à des marchés carbone bien conçus. Diviser les coûts par deux, ce qui signifie que les pays peuvent se permettre d'être plus ambitieux. Troisième chiffre, 5 gigatonnes d'équivalent CO2 par an. C'est l'atténuation supplémentaire que des marchés carbone efficaces au titre de l'article 6 pourraient donc permettre, en plus de ce que les pays réaliseraient par eux-mêmes. 5 gigatonnes. C'est à peu près l'équivalent des émissions annuelles totales de l'Union européenne. En plus, chaque année, voilà les enjeux. Mais voici le bémol important, et je veux être clair là-dessus. Aucun de ces chiffres n'est automatique. Il suppose que les marchés fonctionnent correctement, que les crédits soient réels, que les ajustements correspondants soient correctement appliqués. Les premiers crédits émis au titre du MAAP, en février 2026, représentaient un volume 40% inférieur à ce que l'ancien MDP estimait pour le même projet, parce que le MAAP a appliqué une méthodologie plus stricte. C'est une bonne nouvelle pour l'intégrité, mais c'est aussi un rappel que la qualité demande des efforts. Alors, regardons maintenant où les choses en sont vraiment. Bien, nous avons couvert le cadre, l'architecture, la théorie. Plongeons maintenant dans le monde réel, parce que c'est là que ça devient genuinement intéressant et par endroits genuinement difficile. En mai 2026, l'article 6 est le plus opérationnellement avancé qu'il n'ait jamais été. Les règles sont largement établies. Les premiers crédits réels ont été émis. Les premiers transferts bilatéraux sont actés. Mais, et c'est un mais important, l'échelle de l'activité réelle reste encore très modeste par rapport au potentiel. Nous parlons d'un mécanisme avec une poignée de transactions finalisées, dans un système qui devra finalement faciliter des milliards de tonnes de réduction d'émissions par an, alors permettez-moi de vous brosser un tableau honnête de chaque pilier. Commençons par l'article 6.2, le pilier bilatéral. Au 31 mars 2026, on dénombre 106 accords bilatéraux ou arrangements de coopération au titre de l'article 6.2, couvrant 53 pays hôtes. C'est en hausse par rapport aux 99 accords de l'année dernière à pareille époque. Les progrès sont donc réels. Regardez les 4 indicateurs sur cette diapositive. Mais voici le chiffre qui devrait retenir votre attention. De ces 106 accords, seulement 2 lots de transfert de RATI ont jamais été finalisés. Les deux entre la Suisse et la Thaïlande. Le premier en janvier 2024, une première mondiale historique, et le deuxième lot couvrant les émissions de 2023-2024, approuvé en avril 2026. Donc, 106 accords. 2 lots réalisés. Voilà l'écart que nous devons combler. Regardons maintenant qui est réellement actif. La Suisse, de loin le pays acheteur le plus actif, a des accords avec plus de 13 pays, dont la Thaïlande, le Ghana, le Vanuatu, le Pérou, le Maroc et le Chili. Le projet phare est le programme de bus électriques de Bangkok, la conversion de la flotte de bus diesel privés de Bangkok en véhicules électriques, financé par la Clica Foundation suisse. Le Japon gère ce qu'il appelle le mécanisme de créditation conjointe, MCC, dans plus de 26 pays. Et le MCC japonais représente 133 des 169 projets actuellement en cours de mise en œuvre au titre de l'article 6.2. Le Japon est, discrètement, le plus grand opérateur en termes de nombre de projets. Singapour, dont le système de taxe carbone permet aux entreprises d'utiliser des RATI autorisés, constitue un pipeline bilatéral actif en Asie du Sud-Est. Et en mai 2026, quelques semaines avant cette présentation, la Norvège a signé un nouvel accord bilatéral avec le Maroc. Le financement de 2 gigawatts de capacité renouvelable sur 10 ans, générant des RATI qui compteront dans la CDN norvégienne. C'est un accord concret et ambitieux. C'est précisément ce que le système est censé produire. Je veux m'attarder un peu sur l'histoire Suisse-Thaïlande, parce que c'est le projet le plus avancé au monde au titre de l'article 6.2, et tous les autres programmes bilatéraux prennent des notes. L'histoire commence en 2018. La Suisse et la Thaïlande signent le tout premier accord bilatéral au titre de l'article 6.2. À l'époque, rappelons-le,
le règlement de l'article 6 n'avait même pas encore été adopté. Ces deux pays pariaient sur ce que les règles finiraient par être. Le projet phare est le programme de bus électriques de Bangkok, la conversion de la flotte privée de bus diesel de Bangkok en véhicules électriques. La Clica Foundation suisse, qui gère les obligations de compensation carbone suisse, a accepté de financer les ratis générés par les réductions d'émissions résultantes. La mise en œuvre a débuté vers 2020. Les bus ont commencé à circuler. Les réductions d'émissions ont commencé à s'accumuler. Et puis, la partie difficile a commencé. Car la Thaïlande a dû traverser un processus juridique et administratif domestique formel pour autoriser les ratis. Cela impliquait désigner quelles réductions d'émissions deviendraient des ratis, élaborer la méthodologie d'ajustement correspondant, prendre l'engagement public que ces réductions ne compteraient pas dans la CDN thaïlandaise. Ce processus, pour un pays motivé, bien doté en ressources, avec un partenaire suisse coopératif, a pris jusqu'en 2023. Puis en janvier 2024, le premier transfert a été finalisé. La Suisse a reçu les ratis. La Thaïlande a appliqué l'ajustement correspondant. Les deux ont communiqué à la CCNUC. Une première mondiale. Et puis, tout récemment, en avril 2026, le deuxième lot a été approuvé, couvrant les émissions de 2023-2024. C'est là que réside le véritable enjeu, car cela prouve que le mécanisme n'est pas une simple démonstration ponctuelle, il est reproductible. Tous les autres pays qui observent ce projet se demandent « Pouvons-nous reproduire Bangkok ?» C'est le modèle à suivre. Alors, avec 106 accords bilatéraux en place, pourquoi si peu ont-ils abouti à des transferts effectifs? C'est la question vraiment importante, et je veux y répondre honnêtement. Le premier défi est que le registre international complet des Nations Unies n'est pas encore prêt. La COP29 a validé la conception, un système à 2 niveaux, mais construire l'infrastructure technique prend du temps. Sans un registre international pleinement opérationnel, le suivi transparent des flux de ratis est plus difficile et certains gouvernements font preuve de prudence. Deuxième défi, la complexité de l'ajustement correspondant. Appliquer correctement un ajustement correspondant exige qu'un pays dispose d'un inventaire national de gaz à effet de serre robuste et actualisé. Et la vérité inconfortable, c'est que de nombreux pays en développement, notamment les plus petits, ne disposent tout simplement pas des systèmes leur permettant de le faire avec précision et en temps voulu. C'est autant un problème de capacité qu'un problème technique. Troisième défi, les retards dans les processus d'autorisation. Même lorsqu'un accord bilatéral est signé, les gouvernements des pays hôtes font face à des goulots d'étranglement juridiques et institutionnels pour autoriser formellement des transactions spécifiques. Les processus d'approbation interne, impliquant plusieurs ministères, des validations juridiques, des sensibilités politiques, peuvent prendre des années. Quatrième défi, les lacunes en matière de transparence. De nombreux accords bilatéraux ne sont pas intégralement divulgués au public. On ne connaît pas toujours les prix pratiqués, les conditions complètes des projets ou les modalités comptables exactes. Mais voici le bilan positif. Depuis juin 2025, un dialogue bisannuel sur l'article 6.2 a été instauré. Les parties et les parties prenantes non étatiques partagent expériences, enseignements et défis. Une communauté d'apprentissage commence à se former. Et l'absence de négociations formelles supplémentaires jusqu'en 2028 est en réalité une bonne nouvelle. Elle offre à tous un environnement stable pour se concentrer sur la mise en œuvre. Voici la diapositive avec la plus grande nouveauté. Le 26 février 2026, le secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Simon Stiell, a annoncé que l'organe de surveillance de l'article 6.4 avait approuvé la toute première émission de crédit au titre du mécanisme d'accréditation de l'accord de Paris. Le MAAP est entré en activité. Réfléchissez à ce que cela signifie. Ce mécanisme a été imaginé à Paris en 2015. Il a fallu jusqu'en 2021 pour s'accorder sur le règlement, jusqu'en 2024 pour adopter les normes clés, et jusqu'en février 2026 pour qu'un premier crédit soit effectivement émis. Plus de 10 ans de la conception à l'émission. Le projet est un programme de cuisson propre au Myanmar, enregistré sous la référence POA 1471. Il distribue des cuisinières améliorées qui réduisent la pollution atmosphérique intérieure et allègent la pression sur les forêts locales. Il est financé par des entreprises sud-coréennes
Et le Myanmar a autorisé les crédits pour une utilisation dans le cadre de la CDN de la Corée du Sud et de son système national d'échange de quotas d'émissions. Voici les chiffres. 648 783 tonnes d'équivalent CO2 ont été vérifiées pour la période de suivi, allant de janvier 2021 à mai 2022. Environ 60 000 crédits nets ont été émis, après déduction de l'annulation obligatoire de 2% pour l'AMGE et des 5% au titre de la quote-part. Et voici le détail dont le marché s'est beaucoup préoccupé. Le volume d'émissions était environ 40% inférieur à l'estimation du MDP pour le même projet. Pourquoi? Parce que le MAAP a appliqué une méthodologie plus conservative, notamment une estimation révisée de la fraction de biomasse non renouvelable déplacée. Plus conservative, plus précise, et oui, moins de crédit. Certains y voient un signal d'alarme. Je l'interprète comme une fonctionnalité, pas un défaut. Le MAAP a du mordant. Il applique des normes plus strictes que ne le faisait le MDP. C'est exactement ce dont le marché a besoin. Le registre définitif du mécanisme est encore en cours de marché public. Un système permanent est en cours de réappel d'offres. Mais le mécanisme lui-même est opérationnel. Les méthodologies. Je sais, ce mot n'est pas exactement de ceux qui font se redresser les auditoires, mais faites-moi confiance, car c'est genuinement important. Une méthodologie est le manuel de référence qui définit comment mesurer les réductions d'émissions pour un type de projet spécifique. Sans méthodologie approuvée, un développeur de projet n'a aucun moyen convenu de démontrer combien de tonnes de CO2 son projet a empêché. Et sans cela, pas d'émission de crédit. Voici ce que la COP29, en novembre 2024, nous a donné. 4 normes clés qui régissent le fonctionnement des méthodologies dans le cadre du MAAP. Premièrement, la norme sur les méthodologies elles-mêmes. Les métarègles sur la façon dont les méthodologies individuelles sont développées, soumises, examinées et approuvées. Deuxièmement, la norme sur les activités de suppression, pour les forêts, le carbone du sol, le carbone bleu, et les suppressions techniques comme le captage direct de l'air. Troisièmement, la norme sur l'additionnalité et les scénarios de référence, qui adopte l'analyse d'investissement comme outil principal. Et quatrièmement, la norme sur les fuites, pour empêcher le déplacement des émissions. Le projet des cuisinières au Myanmar a utilisé une méthodologie MDP adaptée, AMS2, G pour l'efficacité énergétique dans les applications thermiques. C'était approprié pour un projet en transition depuis le MDP. Mais voici la perspective d'avenir. Après décembre 2025, tous les nouveaux projets MAAP doivent appliquer des méthodologies entièrement natives du MAAP. Et celles-ci sont en cours de construction tout au long de 2026. Voici pourquoi c'est important. Près de 80% des projets éligibles à la transition depuis le MDP utilisent des méthodologies d'énergie renouvelable connectées au réseau. Mais ces mêmes méthodologies ont été rejetées par l'ICVCM, l'instance d'intégrité des marchés volontaires du carbone, au titre de ses principes fondamentaux du carbone. La prochaine génération de méthodologies natives du MAAP doit être plus rigoureuse, et c'est précisément ce sur quoi travaille l'organe de surveillance. Parlons de la transition du MDP vers le MAAP, car c'est une partie majeure de l'histoire de l'article 6.4, et un développement significatif a eu lieu lors de la COP30. Le mécanisme pour un développement propre a été le marché carbone du protocole de Kyoto pour les pays en développement. Il a fonctionné de 2001 à environ 2020. À son apogée, il comptait des milliers de projets enregistrés et avait émis des centaines de millions de réductions d'émissions certifiées, REC. Quand Paris est arrivé, la question était: que fait-on de tout ça? Ces projets peuvent-ils migrer vers le nouveau système? La réponse, convenue à la COP26, était oui, sous condition. Les projets MDP devaient soumettre des demandes de transition avant décembre 2023. Et les pays hôtes devaient approuver ces transitions avant, initialement, décembre 2025. Et voici ce qui s'est passé réellement. Environ 1500 activités de projets MDP ont soumis des demandes de transition. Sur les quelques 980 millions de REC potentiellement éligibles, seulement environ 13%, 128 millions, ont reçu l'approbation du pays hôte. 165 projets ont transitionné avec succès vers le MAAP. Ce n'est pas beaucoup. Lors de la COP30 en novembre 2025, le délai a été prolongé, de décembre 2025 à juin 2026. Pourquoi?
La pression des développeurs de projets. Les pays n'approuvaient pas assez vite. 6 mois supplémentaires. Mais voici le chiffre vraiment préoccupant. La Chine détient environ 36% des projets éligibles à la transition. L'Inde en détient environ 33%. Ensemble, près de 70% de l'ensemble du pipeline. Et au milieu de 2026, ni l'un ni l'autre n'a approuvé une seule demande de transition MDP. Laissez cela s'imprégner. La Chine et l'Inde, détenant ensemble la grande majorité du pipeline MDP hérité, n'ont pas bougé d'un centimètre. Tant qu'elles ne le feront pas, la promesse de libérer des centaines de millions de crédits hérités de haute qualité restera uniquement une promesse. Point positif. Lors de la COP30, 26,8 millions de dollars ont été transférés du fonds fiduciaire du MDP vers le fonds fiduciaire du MAAP. C'est une injection de capacité financière pour la mise en œuvre et le renforcement des capacités, un héritage tangible de l'ère MDP qui alimente le nouveau système. Article 6.8, le pilier des approches non marchandes. Et je veux être candide avec vous, car le tableau n'est pas flatteur. Le comité de Glasgow sur les approches non marchandes a été créé à la COP26 en 2021. La plateforme ANM est devenue opérationnelle en mai 2024, un portail web où les pays peuvent enregistrer leurs initiatives de coopération non marchande. Et en juin 2025, lors de la 7e réunion du comité de Glasgow, la plateforme faisait état de 2 ANM enregistrés. 2. Puis est venue la COP30 à Belém en novembre 2025. La 8e réunion du comité de Glasgow indiquait que le nombre avait progressé. À 3. Chili, Japon et Ouganda. 3 approches non marchandes enregistrées après 4 ans de travail, contre 31 prestataires de soutien et 105 points focaux nationaux enregistrés. L'écart entre l'offre de soutien et la demande d'enregistrement dit tout. La COP30 a répondu avec la décision 21 CMA 7, une décision mandatant un examen formel du programme de travail ANM lors des sessions des organes subsidiaires en 2026. La décision cite expressément la faible participation et mandate des améliorations techniques de la plateforme pour remédier aux obstacles d'utilisabilité. Les filtres peu clairs, l'exigence stricte de 2 parties, la sensibilisation limitée dans de nombreux pays, tout cela a été officiellement reconnu. Des invitations à soumettre des propositions pour les ateliers des CANM 9 et 10 ont été lancées avec des délais de mars et août 2026. Il existe un processus structuré qui cherche à revitaliser l'article 6.8. Mais avec seulement 3 ANM enregistrés après 4 ans, le mécanisme ne fonctionne pas encore comme prévu. Permettez-moi de rassembler tout cela dans un tableau de bord, un instantané d'une page de là où en est l'article 6 en mai 2026. Regardez ce tableau, je l'ai codifié en couleur intentionnellement. Sur l'article 6.2, les règles sont finalisées. Vert, pas de négociations formelles supplémentaires avant 2028. Le registre international est en cours de construction. Les transferts de RATI, 2 lots complétés dans le cadre du partenariat Suisse-Thaïlande, 106 accords au total. Progression lente, mais réelle. Sur l'article 6.4, les normes clés ont été adoptées à la COP29. Vert. Les premières RE 6.4 ont été émises en février 2026. Vert. C'est l'étape majeure. Le registre du mécanisme est encore intérimaire. Orange. La réappel d'offres pour le système définitif est en cours. Le délai de transition du MDP a été prolongé à la COP30 jusqu'en juin 2026. Sur l'article 6.8, le cadre existe. Vert. Mais la plateforme ANM n'a que 3 initiatives enregistrées, orange à rouge. La COP30 a mandaté un examen. Les choses doivent être changées. Et puis il y a quelque chose de nouveau, la coalition ouverte sur les marchés carbone de conformité issue de la COP30. 18 pays, dont l'UE, la Chine et le Brésil, ont formé une coalition visant à construire un système mondial de plafonnement et d'échange. C'est en dehors du cadre formel de l'article 6, mais cela témoigne de la volonté politique pour une coopération marchande carbone à l'échelle mondiale. Le bilan honnête, l'article 6 est réel et opérationnel, mais il est encore bien en deçà de l'échelle requise. La question pour 2026 et au-delà est de savoir si le mécanisme peut croître au rythme que le climat exige. Permettez-moi d'être direct sur les 6 défis systémiques qui détermineront si l'article 6 délivre à l'échelle nécessaire. Premier défi, des cadres juridiques insuffisamment clairs.
Les développeurs et acheteurs du secteur privé ont besoin d'une clarté juridique avant d'engager des capitaux. À qui appartiennent les RATI dans un pays donné? Que se passe-t-il si un pays hôte refuse ultérieurement d'appliquer un ajustement correspondant? Dans la plupart des pays participants, le cadre juridique pour les transactions de l'article 6 reste embryonnaire. C'est un obstacle réel à l'investissement. Deuxième défi, l'incertitude des prix carbone. Les marchés de l'article 6 n'attireront les développeurs que s'il existe un signal de prix carbone suffisant. À des prix de quota coréens d'environ 7 dollars par tonne, c'était le prix fin 2025, de nombreux types de projets ne sont pas viables financièrement. L'économie dépend de l'ambition des pays acheteurs. Et pour l'instant, cette ambition est inégale. Troisième défi, l'accès limité au financement. Les développeurs de projets des pays en développement, notamment les plus petits et les moins avancés, peinent à accéder aux capitaux initiaux nécessaires pour préparer les projets, les faire valider et traverser la période entre la mise en œuvre et la première émission. Quatrième défi, les capacités, c'est le plus répandu. Appliquer correctement les ajustements correspondants. Communiquer à la CCNUCC. Naviguer dans le processus d'autorisation. Construire et maintenir un inventaire national des GES. Ce ne sont pas des tâches faciles. Et les pays qui ont le plus besoin que l'article 6 génère des financements pour le développement sont souvent les moins bien équipés pour le gérer. Le renforcement des capacités est essentiel et chroniquement sous-financé. Cinquième défi, les risques d'intégrité environnementale. Les premiers crédits MEAP ont suscité des signaux d'alarme dans la communauté des marchés carbone. La méthodologie a été rejetée par l'ICVCM. Le secteur des cuisinières a un passé compliqué, et près de 80% du pipeline de transition MDP utilise des méthodologies d'énergie renouvelable connectées au réseau dont l'additionnalité est discutable. Sixième défi, l'équité. La Chine et l'Inde détiennent ensemble 70% du pipeline éligible à la transition MDP et n'ont approuvé aucune demande. Les pays plus petits et plus volontaires obtiennent une part plus réduite. Si l'article 6 devient un mécanisme qui profite principalement aux grands émetteurs dotés d'une capacité institutionnelle, il aura trahi les pays qui en ont le plus besoin. La COP 30, Belém, Brésil, novembre 2025. Permettez-moi de vous raconter ce qui s'est passé. La COP 30 s'est tenue du 10 au 21 novembre 2025 au centre de convention du Hangar, dans l'Amazonie brésilienne. Et le titre, celui qui a dominé les médias, n'était pas reluisant. Les pays producteurs de pétrole ont bloqué tout langage contraignant sur l'abandon des combustibles fossiles. Le président de la COP 30, le diplomate brésilien André Correa do Lago, a fini par annoncer des feuilles de route volontaires en dehors du processus formel de l'ONU. Les commentateurs ont qualifié le résultat global de décevant. Mais pour l'article 6 spécifiquement, 6 décisions significatives ont été prises. Sur l'article 6.2, le premier cycle d'examen technique d'experts avait été achevé et, soyons honnêtes, il a relevé des problèmes, des incohérences dans la façon dont les parties communiquaient et comptabilisaient les RATI. De nouvelles orientations ont été produites à la COP 30 pour y remédier. La décision politiquement sensible, le commerce et l'utilisation de crédits présentant des incohérences identifiées ont été autorisés à se poursuivre, pragmatiques mais controversés. Sur l'article 6.4, deux grandes décisions. Le délai d'approbation des transitions MDP a été prolongé de décembre 2025 à juin 2026 et 26,8 millions de dollars ont été transférés du fonds fiduciaire du MDP vers celui du MAAP. Troisièmement, la coalition ouverte sur les marchés carbone de conformité. C'est genuinement significatif. Au 15 novembre 2025, 18 pays, dont l'UE, la Chine et le Brésil, avaient rejoint une coalition visant à créer un plafond mondial des émissions en déclin vers le zéro net à horizon 2050. Sur l'article 6.8, la décision 21 CMA.7 a mandaté un examen formel du programme de travail ANM en 2026. Seulement 3 ANM enregistrés. La faible participation est officiellement assez dans les textes. Et sixièmement, au-delà de ces décisions, pas de percée formelle. La mise en œuvre demeure le défi dominant. Où allons-nous maintenant? Permettez-moi de vous donner les 6 points que je surveille dans l'agenda de l'article 6 pour 2026 et au-delà. Numéro 1, le registre complet de l'article 6.4. Le registre intérimaire a fait ses preuves avec l'émission au Myanmar.
Mais il n'a jamais été conçu pour être la solution permanente. La réappel d'offres pour le système définitif doit aboutir, et le système doit atteindre l'interopérabilité avec les registres de l'article 6.2 et les registres nationaux des parties hôtes. Numéro 2. Les nouvelles méthodologies MAP, et c'est critique pour la crédibilité du mécanisme. Tout au long de 2026, l'organe de surveillance développe des méthodologies natives du MAP pour la prochaine génération de projets. La qualité de ces méthodologies déterminera si le MAP devient une source reconnue de crédit à haute intégrité ou répète les erreurs du MDP. Numéro 3. L'échéance finale de transition MDP, 30 juin 2026. C'est une date butoir. La Chine et l'Inde détiennent ensemble 70% du pipeline et n'ont approuvé aucune demande. Cela doit changer dans les prochains mois. Numéro 4. L'examen des articles 6.8 aux SBSTA 64 et 65. Le cadre ANM peut-il être repensé pour vraiment générer de l'engagement? Avec seulement 3 ANM enregistrés, la réponse pour l'instant est « pas encore ». Numéro 5. Le développement de la coalition ouverte issue de la COP30. Si l'UE, la Chine, le Brésil et leurs partenaires construisent réellement un système mondial de plafonnement et d'échange, cela transforme entièrement le paysage de la demande pour les crédits de l'article 6. Et numéro 6, le moment structurel le plus important à l'horizon, 2028. C'est le prochain cycle formel de négociation sur l'article 6. Et il est aligné avec le prochain cycle de soumission des CDN. L'ambition de ces CDN de troisième génération déterminera la demande future pour la coopération internationale sur les marchés carbone. Permettons-moi de rassembler tout cela. 6 points à retenir, un pour chaque pilier, plus quelques éléments de grande image. 1. L'article 6 est le moteur de coopération de l'accord de Paris. Il permet aux pays de travailler ensemble, via les marchés carbone et les approches non marchandes, pour atteindre une ambition climatique plus grande que ce qu'ils pourraient accomplir seuls. La théorie est solide, le potentiel est immense. 2. L'article 6.2 compte 106 accords bilatéraux au 31 mars 2026. Le MCC japonais pilote 133 des 169 projets actifs. 2 lots de RATI complétés entre la Suisse et la Thaïlande. Mais la majorité de ces 106 accords n'ont pas encore réalisé un seul transfert. L'écart entre accord et action est réel, et le combler exige une volonté politique soutenue et des capacités institutionnelles. 3. L'article 6.4 a atteint son premier jalon historique le 26 février 2026. Première RE 6.4 jamais émise, issue d'un projet de cuisinière au Myanmar, financé par la Corée du Sud. Le MAP est opérationnel, mais le registre complet est encore intérimaire. Et les premiers crédits représentaient un volume 40% inférieur aux estimations, signe de rigueur, mais aussi d'incertitude financière pour les développeurs. 4. L'article 6.8 reste le pilier le moins développé. 3 ANM enregistrés après la COP30. L'examen 2026 est le prochain test critique. 5. La COP30 à Belém a livré des progrès modestes mais réels, prolongation du délai MDP, transfert de fonds, la coalition ouverte, et de nouvelles orientations sur l'article 6.2. 6. L'intégrité environnementale est le risque central permanent. Les règles sont largement établies, les registres sont en construction, les premières transactions ont lieu. Mais la qualité de ce qui est échangé déterminera si l'article 6 devient un véritable outil climatique ou un moyen sophistiqué de contourner le système. Et voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. Merci sincèrement de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'est un sujet complexe et j'espère l'avoir rendu un peu plus accessible. Permettez-moi de conclure sur une réflexion. Nous sommes à un tournant décisif. Pendant 10 ans, l'article 6 a fait l'objet de négociations. Des diplomates brillants ont débattu des subtilités des ajustements nécessaires et de l'interopérabilité des registres. Et ce travail a été d'une importance capitale. Les règles convenues sont véritablement solides, bien plus solides que celles qui prévalaient auparavant. Mais aujourd'hui, en 2026, la donne change. Nous avons 106 accords bilatéraux. 2 lots de certificats ITMO provenant des bus électriques de Bangkok ont été livrés. Les premiers crédits carbone des Nations Unies ont été attribués à un projet de fourneau de cuisson au Myanmar. La machine est bien réelle et elle est en marche. La question, et c'est la question que je pose sincèrement,
et de savoir si elle peut tourner assez vite. La crise climatique n'attend pas la mise en place de registres, l'approbation par la Chine et l'Inde de leur transition MDP, ni la résolution des problèmes d'ergonomie de la plateforme NMA. La fenêtre d'opportunité pour une action significative est étroite. Mais voici ce que je crois sincèrement. L'article 6, appliqué correctement, avec intégrité, équité et rigueur dans le respect des normes environnementales, est l'un des instruments les plus puissants dont nous disposons. Il permet d'orienter les financements climatiques là où ils sont les plus efficaces. Il peut aider les pays les moins riches à accéder aux investissements pour un développement propre. Et il peut libérer des ambitions qui seraient autrement économiquement irréalisables. Le travail consiste à bien l'appliquer. Et ce travail est en cours. J'espère que cette formation vous a été utile et productive. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette chaîne avec vos collègues et les communautés qui pourraient également bénéficier de nos formations gratuites et de qualité sur la décarbonation. Merci beaucoup et à bientôt.